بالاسود وسي حلمي. اي اوكي. رحمة. Donc si on ferme les portes, comme ça on commence. Aïe, témoignage. Témoignage. Donc nous allons reprendre, mesdames et messieurs, Sahalikom, nous allons reprendre la deuxième partie de cette première journée du programme de l'internationalisation dans l'enseignement supérieur tunisien. Je rappelle que lors de la première partie, il y a eu la session d'ouverture, bien entendu. Lors de la première session, on a parlé de l'internationalisation du système d'enseignement supérieur, quelques concepts clés. Il y a eu aussi le diagnostic. Il y a aussi quelques keynotes de M. Hans Dewitt qui va reprendre tout à l'heure pour nous parler de la gouvernance de l'internationalisation. Et bien sûr, il y a une première partie de son intervention où il nous parlera aussi du benchmarking et l'assurance qualité de l'internationalisation. Donc, Sahalikum. On va commencer donc cette troisième partie, comme je l'ai bien expliqué. Et comme je l'ai déjà annoncé, il y aura trois parties dans cette deuxième partie. Un témoignage, deux interventions de M. Mourad Belassoud et professeur Mourad Belassoud et professeur Helmi Merdessi. Et puis on aura la majeure partie pour M. Hans Dewitt. Donc, sans transition, je vais inviter sur scène Madame Rahma Mkaour, c'est un témoignage d'une étudiante qui a profité d'une mobilité internationale. Et elle aura partagé avec nous cette expérience. Rahma, marhaba bik. Tu veux parler هنا, tu veux parler au micro, comme tu le veux. Ok, d'accord. Vous aurez 5 minutes. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si on va projeter la présentation. Je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation pour l'invitation. Et donc, je suis Rahma Mkaour, postdoctorante spécialisée en investigation génétique des déficiences auditives en Tunisie. Donc, ma passion pour la science, pour la biologie et plus particulièrement pour la génétique humaine m'a mené à l'étude de l'un des organes les plus fascinants du corps humain, qui est l'oreille.
Et donc, c'est pour ça que je fais partie actuellement de l'équipe de recherche santé auditive à l'Institut Pasteur de Tunis. J'ai eu la chance de bénéficier de plusieurs opportunités de mobilité nationale et internationale qui ont été essentielles pour l'enrichissement de mon parcours scientifique et professionnel. Et donc, la première de ces expériences, c'était la mobilité doctorale MobiDoc-Doc, qui est donc soutenue par l'Agence nationale de promotion de la recherche scientifique et financée par l'Union européenne dans le cadre du programme EMORI Horizon 2020. Et donc, ce projet a été un tournant majeur pour mon projet de thèse, car ça m'a permis de travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire dans le but de développer un outil de diagnostic génétique de nouvelle génération pour les surdités héréditaires. Et donc, il s'agit d'un projet collaboratif qui inclut des cliniciens et des paracliniciens de spécialités variées. J'en cite la génétique médicale, l'ORL, l'orthophonie, l'audiologie et plein d'autres. Donc, ce projet m'a permis d'enrichir mes compétences en analyse génétique. Et donc, comme deuxième expérience, ça se rapporte à la science et société et se concrétise par le projet Boutique des sciences Inspires, qui a été mené conjointement entre notre équipe de recherche et l'association Ishara, qui est une association qui œuvre pour l'amélioration de systèmes éducatifs pour les sourds tunisiens. Et donc, à travers ce projet, j'ai eu la chance d'interagir directement avec la communauté des malentendants en Tunisie, ce qui a apporté une dimension sociale à mes recherches, notamment par l'organisation de campagnes de sensibilisation et de médiation scientifique dédiées au grand public. Cette expérience m'a permis donc de développer des compétences dans la recherche pluridisciplinaire, d'accroître la visibilité de nos travaux et aussi d'aborder la recherche du point de vue des sourds par le recensement de leurs besoins. Et donc, notamment pour une meilleure qualité de vie, que ce soit sur le plan éducatif ou professionnel. Et donc, à l'international, j'ai participé à plusieurs formations grâce à l'obtention de la bourse de Calmette et Hirsin, qui est financée par l'Institut Pasteur. Parmi ces formations, il y a le cours OMI organisé par l'Open Medical Institute en Autriche en 2022 et la formation HEAR organisée l'année dernière à l'Institut de l'audition. Et donc, ces formations m'ont permis de me spécialiser davantage, donc grâce en ayant un aperçu global des différentes disciplines de recherche dans le domaine de l'audition. Et donc, j'ai pu aussi également transférer ces connaissances vers mon laboratoire d'origine et vers notre réseau de recherche à travers ma contribution à l'enseignement post-universitaire dans le cadre du masterclass organisé l'année dernière par la faculté de médecine de Tunis et dédié aux professionnels de santé. Et donc, enfin, il y a donc mon dernier stage effectué en octobre 2024 à l'unité de recherche DSP à l'Institut de l'audition, et dont l'objectif était d'enrichir mes compétences en validation structurale et fonctionnelle des mutations.
Et pendant ce stage, j'ai eu accès à plusieurs donc, plateformes technologiques avancées, d'enrichir mes compétences en validation fonctionnelle. Et comme fruit de cette expérience, nous avons déjà entamé des réunions, des visioconférences pour discuter de potentiels projets collaboratifs. Et donc, toutes ces opportunités m'ont permis donc d'acquérir des compétences techniques et pluridisciplinaires et de créer des liens internationaux et de participer significativement à l'amélioration de la santé auditive en Tunisie. Et donc, ces expériences montrent l'importance de la mobilité scientifique pour non seulement pour le développement personnel, mais aussi pour l'innovation et le partage des connaissances à l'échelle nationale et internationale. Et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rahma. Merci. Bonne continuation. Donc, c'était comme annoncé, le témoignage, un retour sur expérience d'une étudiante qui a profité d'un programme de mobilité à l'international qui a été présenté par Rahma Mkawer, que je lui souhaite encore une fois une bonne continuation et un joli parcours. Et là, sans transition, on va avoir une double intervention de deux professeurs que j'invite sur scène, professeur Mourad Bellassoud de la Direction générale de la recherche scientifique et professeur Helmi Merdessi de la directeur général de l'IGPO. Et la thématique, c'est la gouvernance de l'internationalisation. Marhaba. Ah, ça c'est pour... OK. On aura 10 minutes par intervention pour on continue après avec M. Hans. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter d'un sujet d'une extrême importance, l'internationalisation de la recherche scientifique d'une façon générale. Je ne sais pas, j'ai une présentation, je ne sais pas si ça peut... Très bien, excellent. Il faut appuyer. Voilà. Donc, j'essaie d'abord de vous présenter brièvement l'écosystème de la recherche et l'innovation en Tunisie, de quoi on parle en termes je dirais, d'infrastructures de recherche en Tunisie et surtout de son internationalisation. En réalité, le système national de recherche en Tunisie a connu un développement notoire depuis sa création dans les années 90. Et donc, notre système est caractérisé par une forte densité institutionnelle, dont la moyenne par milliers de chercheurs dépasse parfois la moyenne européenne. En réalité, notre système national de recherche est basé sur un vaste réseau de petites structures de recherche, comme les laboratoires, les unités de recherche, également les centres de recherche. Et en réalité, cette fragmentation et ce nombre très élevé de structures de recherche a engendré des difficultés au niveau de la gestion de la recherche, au niveau du financement et au niveau du capital humain. Au fil des années, le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique a mis également en place plusieurs mécanismes de financement compétitifs afin de regrouper les structures de recherche, mais également les partenaires socio-économiques autour des projets de recherche et développement. Ces mécanismes de recherche couvrent aujourd'hui les niveaux les plus critiques de l'échelle de la maturation technologique. Conscient également de l'importance de la coopération internationale dans le développement de la recherche scientifique, le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique a consolidé et a diversifié ses collaborations internationales
au niveau bilatéral, mais également au niveau multilatéral de recherche. Également, le ministère a entrepris depuis les années 90 une politique d'acquisition des équipements scientifiques lourds afin de développer une collaboration avec le monde socio-économique. La structuration de notre système national de recherche a mobilisé également un capital humain assez important. Ce capital humain est constitué essentiellement des enseignants-chercheurs et des doctorants. Aujourd'hui, on compte à peu près 22 000, un peu plus de 22 000 chercheurs équivalents plein temps et plus que 12 000 doctorants, ce qui donne à la Tunisie la première place en Afrique en termes de chercheurs par million d'habitants. Également, le ministère a développé pas mal de structures ou la mise en place des structures d'appui d'interfaçage et de transfert technologique, justement pour promouvoir le développement et l'impact de la recherche sur le monde socio-économique. Donc, fort de ces structures de recherche, de son capital humain, notre système national de recherche a développé une activité scientifique assez importante en termes de publication, mais également en termes de production scientifique, ce qui donne à la Tunisie la 12e place selon l'indice global de l'innovation sur 132 pays, ce qui est très, très honorable, je dirais, en termes de performance pour la Tunisie. Pardon. Alors, je passe maintenant au vif du sujet. Qu'est-ce que l'internationalisation de la recherche scientifique? Bon, en tant que mathématicien, je préfère commencer par une définition, mais je vous rassure, il n'y aura pas des démonstrations et des théorèmes. Donc, l'internationalisation de la recherche scientifique est un processus pour lequel la recherche s'intègre à des réseaux mondiaux et internationaux de collaboration. Pourquoi l'internationalisation? En fait, il y a plusieurs objectifs visés par l'internationalisation de la recherche. Le premier objectif visé consiste à faire collaborer à l'international des chercheurs de pays différents. Donc, collaborer à l'international offre aux chercheurs la possibilité d'accéder à des compétences avancées, bien sûr, et à des infrastructures de pointe, souvent indispensables ou indisponibles dans leur pays d'origine. Il s'agit également de renforcer le capital humain national. Donc, la collaboration internationale joue un rôle clé dans le renforcement des capacités nationales en matière de recherche et d'innovation. L'internationalisation donne également plus de visibilité et de citation de la production scientifique en termes de recherche. L'internationalisation, notamment par la copublication avec des équipes étrangères, permet d'augmenter la visibilité des travaux scientifiques sur la scène mondiale. Et en fait, les articles qu'on va voir tout à l'heure, les articles co-signés avec des chercheurs internationaux bénéficient d'une audience élargie. Également, aujourd'hui, la recherche scientifique est appelée à répondre aux défis nationaux et aux défis internationaux en termes de recherche. Merci. Donc aujourd'hui, de nombreux défis contemporains tels que le changement climatique, les pandémies et la transition vers une énergie durable nécessitent une approche collaborative en termes de recherche scientifique à l'échelle internationale. Quelles sont les formes d'internationalisation? En réalité, il existe plusieurs formes d'internationalisation de la recherche scientifique et dans ma présentation, je me limite à 3 parmi les formes de l'internationalisation. La première forme d'internationalisation concerne la collaboration et partenariats internationaux. Donc là, il s'agit de la collaboration et partenariats internationaux
que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral, afin de regrouper les chercheurs pour travailler ensemble sur des projets en commun. Ce que j'ai appelé, en réalité, cette forme-là, ce que j'ai appelé l'internationalisation structurée, parce que généralement, cette collaboration est structurée avec des réglementations, des conventions, des accords cadres et des MOU, donc plusieurs formes de conventions. Donc ce que j'appelle l'internationalisation structurée. Puis il y a une autre forme d'internationalisation scientifique, c'est la copublication, et donc là c'est une forme de collaboration et d'internationalisation spontanée. Donc là c'est vraiment à l'initiative des chercheurs de collaborer ensemble avec des collègues à l'international. La troisième forme d'internationalisation concerne la mobilité des chercheurs et des étudiants. Et dans ma présentation, je me limite en réalité à la mobilité des doctorants et on va voir quelles sont les opportunités dans ce sens, dans le cadre de la mobilité des doctorants. Alors, en termes de collaboration structurée, donc la Tunisie a signé plusieurs accords, plusieurs conventions de collaboration scientifique internationaux, aussi bien au niveau bilatéral, mais également au niveau multilatéral. Donc là, vous avez sur la carte les différents pays avec lesquels la Tunisie a signé des conventions de coopération scientifique avec des programmes de recherche plus ou moins récurrents, annuels, comme le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud pour le continent africain. Pour l'Asie, on a la Turquie, l'Inde, la Corée du Sud. Pour l'Europe, on a la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique et le Portugal. Et on a également d'autres collaborations récentes avec le Québec, qu'on a en fait, il s'agit d'un accord cadre qu'on a signé en 2022, et donc là on est en phase d'exécution des projets de collaboration avec le Québec. Je passe maintenant à la forme non structurée de l'internationalisation de la recherche et à travers les copublications des chercheurs tunisiens avec leurs homologues internationaux. Donc, sur ce camembert, vous avez la répartition des publications tunisiennes sur une période de 10 ans, 2014-2023, en termes de collaboration géographique. Donc, il y a 4 types. Il y a la collaboration internationale, c'est en vert, en pistache plutôt. Il y a la collaboration nationale. Donc là, on a 15% de nos publications sur la période 14-23 qui sont des collaborations et des publications nationales. Il y a la collaboration institutionnelle, 26%, et des collaborations, ou plutôt des publications individuelles, on est à 5%. Donc, pour résumer, on a 54% de nos publications sont en collaboration internationale. Ça veut dire qu'il y a au moins un chercheur tunisien et un chercheur international, donc étranger. Donc là, c'est la répartition géographique de la collaboration scientifique en Tunisie. Alors, la question naturelle et légitime, est-ce que cette collaboration a un impact sur la recherche tunisienne? La réponse est définitivement oui. Donc là, si vous prenez la répartition des différentes collaborations, il y a un indicateur très intéressant et très important, c'est le Field Weighted Citation Impact. L'impact, c'est un indice normalisé, est égal à 1, donc c'est l'impact normalisé des citations et des indicateurs permettant de comparer l'importance d'une publication ou d'un ensemble de publications avec la moyenne mondiale. Et donc là, vraiment, c'est un indicateur qui mesure la visibilité et l'impact et la citation des publications. Donc, si on prend le lot de la coopération internationale, on voit qu'on dépasse largement la moyenne 1. Donc, ça veut dire qu'on est
30% c'était de tout ce qui est attendu. Ça, c'est un très bon indicateur. Alors que pour les autres catégories de collaboration, que ce soit collaboration nationale ou collaboration institutionnelle, on est loin de la moyenne mondiale qui est 1. Donc, résumé, résultat du cours, la collaboration internationale est un facteur important, pour la visibilité, l'impact de la recherche d'une façon générale. Donc là, vous avez également l'évolution des différentes collaborations géographiques. On voit très bien que la courbe pistache qui concerne la collaboration internationale, donc là, on a pratiquement doublé le nombre des publications en collaboration internationale. Donc, on est passé de un peu plus de 3000 en 2014 à plus que 6000 en 2023. Donc là, c'est un indicateur très, très important et ça prouve l'ouverture et l'internationalisation de la recherche tunisienne à l'échelle et sur la scène internationale. Avec qui on collabore? Ou bien les chercheurs tunisiens collaborent avec quelle destination et avec quels chercheurs et avec quelle institution? En réalité, on collabore pratiquement avec tout le monde. 205 pays avec lesquels on collabore. On collabore avec l'Amérique du Nord, l'Amérique du Nord, on collabore avec 24 pays, avec 5000 publications communes entre les chercheurs tunisiens et les chercheurs dans ces pays-là. On collabore avec l'Amérique du Sud, également avec 14 pays et plus que 1200 publications. On collabore avec l'Afrique, avec plus que 50 pays et plus que 6700 publications. On collabore avec Middle East, le Moyen-Orient, avec plus que 18 pays et plus que 15 000 publications, et avec l'Asie, donc plus que 48 pays et plus que 6 000 publications. Mais avec l'Europe, on a une très très forte collaboration. On collabore avec 47 pays et on a plus que 31 000 publications communes avec les pays européens. Et là, bien sûr, ça couvre la fenêtre temporelle 2014-2023. Donc là, j'ai mis le top du 10 pays avec lesquels on collabore le plus. Donc là, c'est le diagramme en vert. Donc là, on collabore le plus avec la France. Sur la période 2014-2023, on a à peu près 20 000 publications communes. Ensuite, il y a l'Arabie saoudite. Donc là, je pars d'en bas vers le haut. Puis l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, l'Algérie, l'Allemagne, le Canada, l'Égypte et l'UK, la Grande-Bretagne. Mais en rouge, c'est paradoxalement, en fait l'impact est inversement proportionnel à la quantité, ça confirme la règle. On voit que l'impact de la recherche, donc là, en rouge, vous avez l'indice, l'indice d'incitation globale, le Field Weighted Citation Impact. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est normalisé à 1, et on voit bien qu'avec l'UK, on a plus d'impact, ou les publications tunisiennes avec les UK ont plus d'impact que les publications avec la France, malgré qu'on publie beaucoup plus avec la France. Donc là, vous avez une comparaison de 3 minutes. On est déjà... Mais bon, on ne va pas être... Merci, je parle dans la 3 minutes, toi. Merci. Désolé, bon, j'ai peut-être... Alors, donc là, j'ai mis juste une comparaison de la Tunisie avec quelques pays africains. Donc, sur l'axe des abscisses... bon, si Samir n'est pas là, mais bon...
Donc, vous avez l'axe des abscisses, c'est la collaboration nationale, et l'axe des ordonnées, vous avez la collaboration internationale. Donc, la Tunisie, elle est en bleu, voilà. Et donc, en collaboration internationale, on est les premiers en Afrique. Et on dépasse, bien sûr, la moyenne en Afrique. La moyenne africaine, donc là, c'est juste en dessus. On dépasse l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie et le Maroc. Et donc, vraiment, il y a une activité très importante en termes de production scientifique en collaboration internationale. Dans quel domaine la Tunisie collabore le plus? Donc là, vous avez les 16 ou 17 ODD, ça dépend comment on compte les ODD. Et donc, on voit que la Tunisie collabore beaucoup dans le SDJ ou le ODD 3 en ce qui concerne la santé et le bien-être, également l'ODD 7 en ce qui concerne l'énergie renouvelable, et également, alors le troisième, je ne le vois plus, voilà, le gender, non, plutôt le water, l'eau, voilà. Donc là, on a essentiellement 3 domaines phares dans lesquels on collabore davantage et beaucoup plus que les autres domaines. Je dois faire vite, donc là, bon, je passe rapidement. Donc là, c'est, disons, les programmes phares dans lesquels la Tunisie a participé activement. Donc en fait, en réalité, la Tunisie a participé activement dans les différents partnerships avec l'Europe après le FP7. Donc là également, c'est des nouveaux partnerships où la Tunisie participe activement. Je passe maintenant peut-être au troisième indicateur et troisième forme d'internationalisation, la mobilité des doctorants. Quand vous avez évoqué, aujourd'hui on a vu pas mal de présentations où il y avait 2 types de mobilité. Il y a la mobilité rentrante et la mobilité sortante. En termes de mobilité rentrante, je dirais, notre système national de recherche est très actif et très attractif plutôt en termes de formation doctorale. Et aujourd'hui, on a à peu près 26% de nos doctorants sont des doctorants internationaux. Donc à peu près plus que 3000 étudiants sont des doctorants internationaux. Également, en ce qui concerne la mobilité sortante, on a aujourd'hui, en termes de thèse co-tutelle ou de doctorat en co-tutelle, on a à peu près 500 doctorants qui sont en cours d'une thèse ou qui sont inscrits dans une thèse en co-tutelle. En termes de mobilité et de doctorants tunisiens qui sont inscrits entièrement en France, la Tunisie, ou les doctorants tunisiens, on a à peu près plus que 900 doctorants, ce qui représente 5% des doctorants étrangers en France sont des doctorants tunisiens. Il y a les doctorants chinois, il y a les Italiens, les Libanais, les Algériens et les Marocains, puis la Tunisie. La Tunisie, où le nombre des doctorants tunisiens en France a beaucoup baissé. En fait, on était le premier pays en termes de doctorants tunisiens dans le système français en 2012. En 2017, on a reculé, on est aux 3e place, et bien sûr, et là, on a reculé aux 5e ou 7e place. En ce qui concerne donc, les doctorants en mobilité au sein de l'Union européenne, les doctorants tunisiens, on occupe la 12e place avec 1950. Donc là, bon, j'ai trouvé des chiffres un peu anciens, ça date de 2017-2018. Pour conclure, l'internationalisation de la recherche, bien évidemment, est un levier essentiel pour renforcer les capacités scientifiques et technologiques des pays. Aujourd'hui, l'internationalisation favorise l'accès aux compétences, l'infrastructure et les financements internationaux. Les collaborations internationales augmentent la visibilité et l'impact de la recherche locale. Également, l'internationalisation est un atout stratégique pour les pays cherchant à s'intégrer et à exceller
dans le paysage scientifique mondial. Et donc là, je termine par le fait que l'excellence et le rayonnement de la recherche scientifique tunisienne est un objectif stratégique sur lequel le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique travaille activement. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Mourad Bellassoud, qui est le directeur général de la Direction générale de la recherche scientifique. Merci pour cette intervention dans laquelle vous avez étalé pas mal de points, notamment une exposition du système national de la recherche, pourquoi on doit internationaliser la recherche scientifique et aussi les différentes formes d'internationalisation de recherche scientifique, notamment la collaboration, partenariat, copublication et la mobilité. Et vous avez donné des chiffres par rapport à ça. Et notamment, je retiens les meilleures copublications sont faites sur les 3 sujets, la santé, l'énergie et l'eau, ce qui rejoint tout à l'heure ce qui a été évoqué dans l'ouverture, le mot d'ouverture, par rapport à faire des recherches d'actualité, des sujets d'actualité, notamment le changement climatique. Et voilà, sans transition, j'appellerai sur scène, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, professeur Helmi Merdessi, qui est le directeur général de l'UGPO, qui aura théoriquement 10 minutes. On va découvrir ensemble la durée de son intervention. Si Merdessi, à vous la parole. Merci. Bon après-midi à tout le monde, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis. Un grand merci vraiment au comité d'organisation pour leur aimable invitation aujourd'hui pour parler d'Horizon Europe et de l'aspect internationalisation. Alors effectivement, quand on parle d'Horizon Europe, il vient à l'idée que justement c'est un programme où la dimension internationale est vraiment ancrée, elle fait partie intégrante de ce programme, car c'est un programme par excellence international et c'est aussi un programme d'excellence. Et quand on parle d'excellence, comme l'a bien dit Mourad, l'excellence implique aussi une internationalisation des activités parce qu'on se mesure à ses pairs de par le monde et aussi on compétitionne avec ses pairs de par le monde et c'est la seule façon avec laquelle on peut juger de la pertinence des activités de recherche et innovation qui ont lieu donc à l'échelle nationale. Alors, voilà, donc Horizon Europe, c'est le programme cadre européen, comme ça a été dit ce matin. C'est le programme qui rassemble tous les pays européens, mais pas que, ça va au-delà parce qu'il y a aussi des pays associés et il y a aussi ce qu'on appelle des pays tiers. C'est un programme, en fait, auquel peuvent participer tous les pays du monde, mais avec des statuts différents. Voilà ce qu'est le programme. C'est le programme d'excellence pour la recherche et l'innovation. Ça veut dire ce sont les équipes qui vont compétitionner à l'échelle internationale avec des idées qui vont ajouter à l'état des connaissances. C'est ça, Horizon Europe. Généralement, ce sont des laboratoires qui publient dans des revues scientifiques de haut niveau et qui vont proposer des objectifs très ambitieux. On va voir un petit peu tout ça dans le programme lui-même. Donc, c'est aussi le programme le plus ambitieux de par la somme que vous voyez qui lui est réservée. C'est un budget de 95,5 milliards d'euros. Et donc, ce programme est donc le seul à avoir, le seul à jouir de cette somme inégalée jusqu'à date. Et l'objectif, bien évidemment, c'est surtout d'alimenter, en termes d'excellence, et sciences et technologies, le savoir en sciences et technologies, bien évidemment de l'Europe, mais des pays qui y participent aussi. C'est aussi faire face aux priorités stratégiques, s'attaquer aux priorités stratégiques. C'est aussi booster l'innovation, l'absorption de l'innovation par l'industrie et aussi adresser les challenges globaux. Et c'est là aussi où la, dimension internationale d'Horizon Europe prend toute son ampleur, bien évidemment avec deux objectifs majeurs, à savoir le pacte vert et
là, le fait d'intégrer donc l'Europe et ses pays associés dans l'ère digitale. Et ça, je pense aussi, c'est un objectif majeur. Et pour nous, Tunisiens, c'est important de s'associer à ce programme parce que c'est aussi un des objectifs majeurs affichés par le gouvernement tunisien. Donc, la dimension internationale d'Horizon Europe, elle a été exprimée de manière, disons, elle a été actée par une communication qui a été envoyée par la Commission au Conseil de l'Europe, au Parlement européen et aux communautés régionales. Et donc, on parle donc de la stratégie européenne de la coopération internationale dans un monde en perpétuel changement. Et donc, il y a deux objectifs généraux, à savoir donc une plus grande ouverture à la participation internationale. Et là, on augmente le nombre de pays associés qui ne sont pas géographiquement liés à l'Europe. Vous savez que parmi les pays associés, il y a par exemple le Canada, il y a la Nouvelle-Zélande. Hein, et aussi essayer, dans cette coopération internationale, d'ouvrir la porte aussi à des pays pour lesquels il y a des intérêts communs, bien évidemment. Et nous sommes fortement concernés par ça, de par notre situation géographique, mais il y a beaucoup de thématiques où l'intérêt est commun avec l'Europe. Et donc tout ça fait que la dimension internationale, encore une fois, a été appuyée officiellement. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent Horizon Europe, il a 3 piliers, bien évidemment, et vous avez bien évidemment le plus grand programme de mobilité en termes de recherche d'excellence, qui est le programme Marie Sklodowska-Curie. Et là, c'est vraiment une opportunité pour tous les chercheurs, quelle que soit l'étape de leur carrière. Ils peuvent être des doctorants, des post-docs, ou ils peuvent bien évidemment être cadres dans une institution, une recherche ou une université. Et là, ce sont des bourses d'excellence parce que réellement, les sommes qui sont en jeu, on parle de 3 500 à 5 000 euros pour, juste par mois bien évidemment, pour conduire une recherche d'excellence dans un centre européen d'excellence. Il y a des appels à projets bien évidemment, il faut adhérer, et les Tunisiens bien évidemment ont participé, que ce soit des doctorants ou des post-docs ou pour les échanges d'équipes de recherche. Donc voilà une dimension internationale importante dont il faut profiter pour œuvrer et aller vers l'excellence. Sinon, bien évidemment, il y a le grand pilier des challenges globaux où il y a bien évidemment toutes les thématiques d'importance, à savoir la santé, les sciences humaines et sociales, tout ce qui est digital industrie, tout ce qui est changement climatique, énergie et mobilité, et surtout le côté bioéconomie, alimentation et environnement. Donc là aussi, la nature même d'Horizon Europe, qui consiste à participer à ces financements sous forme de consortium qui implique au moins 2 pays européens membres, plus 1 ou 2 pays associés. Hein. Et donc, c'est une nature qui, bien évidemment, encourage à l'internationalisation de la recherche, aux échanges. Et bien évidemment, c'est dans le cadre de consortiums qui sont gérés, structurés et gérés par des accords, bien évidemment. Voilà. Donc, il y a aussi une autre dimension importante exprimée suite à bien évidemment, la communication faite par la Commission européenne, c'est d'élargir davantage la coopération de l'Union européenne avec d'autres pays. Donc, on parle des mesures qu'on groupe généralement sous le terme de Widening Participation and Strengthening the European Research Area. Ça, ce sont des financements qu'on accorde aux pays qualifiés de widening. Ça veut dire les pays dont le système national de recherche et innovation exactement comme la Tunisie, qui est bien structuré, qui a du potentiel, mais qui a besoin de plus d'appui pour parvenir à l'excellence et être capable de compétitionner à pied égal avec les pays qui ont des traditions de plus d'1 siècle ou 2 siècles de recherche et d'innovation. Il y a dans ces mesures l'élargissement de la participation et justement le but c'est de
élargir l'excellence, faire en sorte que l'excellence vienne d'autres cieux. Mais il y a aussi Reform and Enhancing the European Airline System. Là aussi, parce qu'il y a la notion de European Research Area, dont je vais venir et je vais vous en parler, c'est important aussi qu'il y ait une certaine harmonisation dans la manière de gérer la recherche dans une région donnée pour que les collaborations puissent s'épanouir davantage. Alors, justement, nous, la dimension d'internationalisation en Tunisie a pris et a connu toute son ampleur suite à la signature de l'accord d'association avec l'Union européenne pour que tous les chercheurs tunisiens puissent participer au programme Horizon Europe au même pied d'égalité que leurs vis-à-vis européens. Cet accord a été signé le 29 mars. C'est une réédition du premier accord qui a été signé dans le cadre du programme prédécesseur Horizon 2020. Là, dans Horizon Europe, nous avons aussi mené les négociations au sein du ministère. Et donc, les Tunisiens peuvent, quand ils ont une idée, eux-mêmes former leur propre consortium et appliquer pour des appels à projets. Voilà. Alors, il n'y a pas que ça comme avantage que l'on peut tirer de l'association. Il y a bien évidemment le fait, comme je le disais, d'appartenir de facto à l'espace européen de la recherche et de l'innovation. Et cet espace, ce n'est pas seulement des appels à projets, parce qu'il y a les réseaux, comme ça a été mentionné tout à l'heure dans les différents types d'internationalisation. Et il faut appartenir à des réseaux internationaux pour saisir les opportunités. Et l'espace européen de la recherche et l'innovation, il est défini donc comme un espace de recherche, mais aussi un marché, parce qu'on parle maintenant de recherche innovante, d'innovation de rupture. C'est cette innovation de rupture qui va alimenter le marché. Donc, on se rapproche davantage du marché à travers cet espace. Et il y a aussi le fait de promouvoir la coopération dans la recherche grâce aussi au fait qu'on arrive à intégrer des réseaux de recherche, chose dont on n'avait pas le droit quand on n'était pas associé. Et puis, il y a aussi, et surtout, le fait de discuter des intérêts communs et d'harmoniser les politiques de recherche avec l'Europe. Et donc, cela va augmenter cette coopération et faciliter davantage cette coopération. Et justement, c'est ce qu'on fait à l'unité de gestion par objectif chargée du programme cadre européen. Nous avons créé, en vertu de l'accord d'association, un Joint RNA Committee. Et c'est le comité mixte Union européenne qui se réunit une fois par année, une fois à Bruxelles, à la Commission européenne, une fois à Tunis. Et avec ce comité, nous discutons justement du système national de recherche et d'innovation, quelles sont les opportunités dont peut bénéficier la Tunisie, la facilité que peut nous octroyer la Commission européenne. Bref, nous avons une oreille réceptive auprès de la Commission européenne pour maximiser la participation de la Tunisie au programme cadre européen. Mieux encore, nous organisons même pour une plus grande visibilité de la Tunisie à l'échelle internationale et jouer un rôle majeur sur la scène internationale, nous organisons aussi même des événements internationaux, comme par exemple cet événement sur les mécanismes de financement qui ciblent l'Union, qui ciblent la région méditerranéenne et surtout l'Afrique. Et là, justement, dans l'élargissement de Horizon Europe, il y a aussi l'Afrique. Et j'invite tous les chercheurs qui veulent participer au projet européen de cibler surtout les appels dont la composante coopération internationale, notamment coopération avec l'Afrique, est là. Parce que justement, ça nous a été dit de la bouche même des responsables de la Commission européenne, la Tunisie en tant que seul pays africain et de la région MENA à être associé au programme Horizon Europe. Il y a le Maroc, il y a quelques avantages, il y a l'Égypte aussi qui est en train de négocier l'association, mais la Tunisie est attendue de jouer un rôle vu l'expérience, vu le fait qu'on a été associé depuis 2015. Voilà donc un événement qu'on a organisé à l'échelle internationale. Il y a eu aussi une table ronde parce que là aussi on est réellement dans un terrain
terrain propice à l'épanouissement d'une diplomatie scientifique. Et là, nous avons organisé une table ronde justement sur la thématique du nexus eau, alimentation et énergie lors donc du 20e anniversaire de la coopération en sciences et technologies entre l'UE et la Tunisie. Mieux encore, nous sommes invités par l'Union européenne à discuter aussi de pas mal de points qui sont cruciaux pour la recherche, à savoir, par exemple, l'académie, enfin, la liberté académique et scientifique, des aspects d'éthique et d'intégrité scientifique, bien sûr, le gender equality, l'open science et research excellence. Et là, bien évidemment, il y a des Tunisiens, des collègues qui sont désignés pour assister à ces réunions et donner leur avis. Donc, la Tunisie participe à l'espace européen de la recherche en aussi donnant son point de vue sur ces différents aspects ô combien importants pour une approche globale et une internationalisation des activités de la recherche. Alors, il me donne des misères, celui-là. Non, il faut pointer par là. Voilà. Et donc, nous avons affirmé, bien évidemment, parce qu'appartenir aussi à l'espace européen de la recherche, c'est sur la base d'un système de recherche et d'innovation qui est structuré. Ce n'est pas tous les pays qui peuvent réellement appartenir à l'espace, enfin, signer un accord d'association. C'est parce qu'aussi, il y a des principes et des valeurs qu'on partage. Et là, bien évidemment, ça a été confirmé par le gouvernement tunisien lors d'une dernière réunion à Bruxelles, 26 février, représenté par l'ancien ministre, M. Mansour Boukthir, ici. Donc, aussi, et le plus important, et quand je parlais aussi tout à l'heure de diplomatie scientifique, c'est que quand on n'est pas pays associé, quand on participe à Horizon Europe, on va participer aux appels à projets qui sont généralement top-down. Ça veut dire que c'est la Commission européenne qui définit les appels à projets. Et quand vous n'avez pas une oreille par rapport et une écoute par rapport à ce qui se passe en Tunisie, les appels peuvent, pour la majorité des cas, ne pas concerner des priorités tunisiennes. Le fait d'être associé à Horizon Europe, nous avons des délégués qui vont assister au comité programme, qui établissent les projets et qui vont, bien sûr, libérer les... qui vont établir le programme de travail. Donc, nous avons bien évidemment une vingtaine donc, de délégués scientifiques dans différentes thématiques qui représentent la Tunisie et qui, justement, plaident en faveur des priorités de la Tunisie au sein des comités programmes à Bruxelles. Ça, c'est très important. 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, je vais terminer. Nous avons aussi nos points de contact nationaux qui intègrent aussi des réseaux européens. Et là aussi, j'invite tous ceux qui veulent participer à des projets européens de contacter les points de contact nationaux. Vous trouverez leur nom dans notre site web parce qu'ils sont en contact avec leurs pairs dans le cadre des réseaux européens des points de contact et ils vont faciliter, bien évidemment, la formation d'un consortium. Donc voilà un avantage important aussi. Il faut pointer par là, il faut pointer par là, pas pour l'écran. De ce côté-là. Pardon ? Vers la régie, parce que c'est là que... voilà. Il fallait savoir. Alors, côté mobilité, c'est important. Grâce à notre association aussi, nous avons eu un financement pour intégrer le réseau Euraccess. Et le réseau Euraccess aussi, c'est un réseau qui permet aux jeunes chercheurs de jouir de services et d'assistance, de mobilité, bien évidemment, et de développement de carrière de tous les projets qui sont dans le cadre Horizon Europe et les stages, les travaux dans le cadre de ces projets. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir, bien évidemment, un travail, bien évidemment. Tout ça, c'est affiché dans une plateforme Euraccess. Et ça, c'est très, très important. Donc, nous en sommes fiers parce que la Tunisie fait partie de cette plateforme mondiale. Et puis aussi, nous avons brillé lors de la soirée de la nuit des chercheurs parce que c'est aussi important d'être présent sur la scène internationale lors de cette nuit européenne des chercheurs. Elle a eu lieu à Sousse cette année et ce, grâce bien évidemment à des associations parce que les associations aussi ont droit à un financement dans le cadre du programme Horizon Europe. Ils ont compétitionné, c'est l'association Arci et React et qu'ils ont organisé la nuit des chercheurs. Et donc nous, la Tunisie,
Tunisie a été bien évidemment visible parmi les 62 ou 65 sites de cette nuit-là. Alors, si je veux résumer en fin de compte cette collaboration et l'impact qu'a eu le programme cadre européen dans le cadre de la coopération internationale, bien évidemment, je pense que cette diapositive vous montre la teneur de la coopération à l'international. Depuis FP1 jusqu'à Horizon Europe, je pense qu'on a commencé à participer depuis FP3 en Tunisie, et vous voyez les top 10 des pays avec lesquels nous collaborons. Donc je pense que c'est la meilleure preuve de l'impact qu'a eu Horizon Europe sur la coopération internationale, étant un programme, comme je le disais, par excellence tourné vers le monde entier. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, professeur Helmi Merdessi, qui est le directeur général de l'UGPO, qui nous a présenté le programme Horizon Europe. Et là, on arrive à la deuxième intervention de monsieur Hans De Wit, qui va mixer deux parties qui étaient prévues. La première partie sur le benchmarking et l'assurance qualité de l'internationalisation, et aussi la thématique, notamment la gouvernance de l'internationalisation et vers une stratégie d'internationalisation, les KPI et l'évolution qu'il a promis d'introduire tout à l'heure. Finally, as I told them, you're going to mix two themes. Okay, so the floor is yours. The mic, or okay. Well, merci beaucoup. Well, it has been a long day, and you have seen really a lot of information and a lot of how comprehensive all the activities that in Tunisia and in the Mediterranean region and with cooperation with Europe has been happening. So that's quite important. We need to have the other slide, sir. Because this is the second one. We need to have the third one. The third one? Yeah. Le troisième. Le troisième. Voilà. Yeah. So what does that mean for strategy? Of course, tomorrow many of you will be participating, I hope, as much as possible in the discussion about how to develop a strategy of internationalization for Tunisia in cooperation between the different stakeholders. What do we have to do when we talk about an internationalization strategy? And I'll give you some food for thought for discussion and to help you starting up also for tomorrow. What I said also this morning is, if you look at strategies, and policies, both nationally and institutional, it's very important to answer these four questions. Why are you internationalizing in your specific context? And you have to do that, and I come back to that, to an internal and external context analysis. So why is it important for Tunisia, or why is it important for your specific institution of higher education to internationalize in your specific context, given the conditions nationally or institutionally, and what is happening in the region and in the broader sense? That's the starting point for discussion. And again, there's not one answer to that question. They're context related. Based on that, you can do, what are you going to do? What program policies, what strategies, what priorities are you going to define? Is that focused much more on research? That depends. If you are a very research-intensive institution, you will probably have a strong focus on that. If you are more a teaching institution, you will be much more student-oriented focus, or a mixture of those. But what you're going to do is the next step, and how you're going to do it. What kind of resources do you need? What kind of organizational governance structure you need to have? That's another question. But you always have to look again, what is the outcomes and what is the impact? And if I talk about outcomes, it's not outputs. Outputs are also important as instruments to show where you have come with your outcomes, but outcomes is much more quality-based and not quantity-based. So look into, what do you want to impact on your institution? What do you want to impact on the higher education system? What do you want to impact on society? That's very important. You have to describe the intended outcomes of your strategy, and you always have to evaluate, have you reached those intended outcomes?
and why didn't it happen, and how can you revise that? So that's why continuing revision, evaluation of your strategy, that's not something you have to do every 5 or 10 years, but you constantly have to see, is the internal context changed? Has the external context changed? Did certain programs not work out very well? Did your organizational structure not have, for instance, be faced by budget cuts or other reasons? How does that mean what we want to do? So keep all those questions very clearly connected to each other and don't focus only on, oh, we're signing a memorandum of understanding. And then we have realized international collaboration with a certain country or with a certain institution. Why do you sign with that specific institution? And what do you want to get out of it is much more important than the signing itself. So outputs are there, inputs are very important, but outcomes are much more crucial. John Davis, an English scholar, already in 1995 described this matrix to define where are institutions, and you can even apply it to governments, but this is institution-based. Where do they stand if you look into a comprehensive internationalization strategy? And he said there are programs that are an A, where it is very marginal ad hoc. It might be an individual professor that sets up a cooperation with a colleague abroad, and if that professor then dies or moves to another institution, then it's gone. It's also very marginal because it doesn't have really an impact neither on the school or the program, not on the institution. If you are in B, it might be that a certain faculty or a certain program or school has a systematic approach to internationalization, that they are very actively, it's not depending on the individual, but the deans, the students, the other faculty are all engaged in it. That can be a very positive thing, but it doesn't have an impact on the whole of the institution. So then you are in B. There are also institutions that have a central international office, but there is no alignment of their activities with the overall mission of the institution. So they do exchanges in the framework of Erasmus, they manage 500 to 600 memorandums of understanding, of which in most cases only a few are operating. They are doing in itself very good work. I'm not criticizing at all. I've been myself director of international office for a long time. They do very important work, but in many cases it's not aligned with the overall strategy of the institution. So internationalization stays within the international office and aligns with some individuals, but really with the rest of the institution there's not much connection. And then there's D, and there you see that the institution has a clear mission, a mission including the international collaboration as an important part of the overall mission. It has a support by the leadership of the institution. It is very systematically embedded in all kinds of activities, so it is also part of the human resources, of the research unit, of the student affairs unit, of the different schools and activities. Then you have a comprehensive institutional strategy for internationalization embedded in the overall mission of the institution. And I've been involved in many exercises with institutions, and I will not do it here. And when I ask, where do you think that your institution is, or where you think that your country is, there's quite a lot of people who raise their hand to say, no, we are D. There are quite some that say, no, we are C, and others that say B, but very few say A. But we know from reality that most, by far, the institutions are in either A or B, and sometimes in C, and that there are basically no institution that really can claim to have a very comprehensive international strategy. It is where you want to go to, and where you have to go to, but reason that is, there is not such a thing as the international university. People also ask me, can you give me an example of what is a really international university? There's not such a thing as an international university, because it depends on your mission, it depends on your objectives, it depends on your goals, and that defines how successful you are. And that can be a very small liberal arts colleges that is has 60% of their students going abroad, which according to them then that's really making them international, and that's fine.
And it can be Harvard, which has very few students going abroad because they think all the students have to come to them to be international and interculturally competent. And they have a research which is, so it depends again on why you're doing this, what is your role, and what is your context. But it gives you some idea where you have to come from or where you have to go to. And it takes time, it goes by little steps. You cannot do it from one day to the other one. It takes a long time. You have constantly to revise. You have to benchmark yourself. You have to look into what is important in that. And in that, the quality assurance. Quality assurance is very much related because, as I said, internationalization is to improve the quality of what we are doing. And then people ask me, how do you define that? I mentioned already rankings as an indicator of what is quality assurance. I have seriously my doubt, as I mentioned before. There are also institutions and governments say we need to have international accreditation. And then I say, well, what is international accreditation? There is not such a thing as being international accredited, because that assumes that your accreditation is recognized over the whole world. No, you are accredited by an international agency, which can be, for instance, in business schools and engineering, or by an agency in another foreign country. And then they define what your quality is. It's not you that define, it is their criteria, their indicators that define what your quality is. I'm not going to say that it's not useful to have that exercise because it can help you to rethink, but they cannot define your quality. You have to define the quality, and as a result of that, you move up in the rankings or you get an international accreditation. That's fine, but don't let it be the other way. So that's important to keep in mind. Benchmarking can be much more effective because then you can look into what can I learn from the other, but also what can the other learn from you, and use that as a kind of instrument to help you to improve your quality without having predefined indicators from externally that define you. So this is the definition of John Hudzik of comprehensive internationalization, and he says it's a commitment. So a commitment is, again, very important. So you have all the stakeholders in the university and even outside to commit to it. And an action, it is much more an action, to infuse international, global and comparative content and perspective throughout the teaching, research and service mission of the higher education. So he said it shapes institutional ethos and values and touches the entire higher education enterprise, and it also refers you to your external frameworks of reference, your partnerships and your relationships. So it has to be very comprehensive in all aspects, and that should be your action. In my view, I had a whole debate with him when he started that, internationalization by nature has to be comprehensive. So the label comprehensive, we do to emphasize that, but in essence, internationalization always has to be comprehensive. Otherwise, it is an international activity, and that's the difference. The different components, and tomorrow again we're going to work on different. As I mentioned, internationalization at home emerged in Malmö in 1999. It later on has been developing very much as a concept, and my colleagues Jos Belen and Elspeth Jones in 2015 created a definition which now is quite commonly accepted. Internationalization at home is the purposeful integration of international and intercultural dimensions into the formal and informal curriculum for all students within domestic learning environments. So what they say basically is internationalization is focused on what you do at home and doesn't include mobility. And that is the main distinction with the next definition, internationalization of the curriculum. Internationalization curriculum includes mobility as one of the options to do that. And that's why Betty Lisk and I say there's not so much of a difference between internationalization at home and internationalization of the curriculum. We even call it now internationalization of the curriculum at home or global learning for all. But what she describes is internationalization of the curriculum is the process of incorporating international, intercultural and global dimensions into the content of the curriculum, as well as the learning outcomes, the assessment task, the teaching methods and the support service of a program.
And that's very important to keep in mind. It's not only what people think when you talk about internationalizing the curriculum, the content. The content, of course, is important. It needs to have an international dimension. So it should not be based on local case studies or American textbooks only. It has to be really international in looking at different perspectives of how you reach the content. And that makes it also important to look at the sciences. Many mathematics, and we have a very distinguished mathematician here among us, but many mathematics say, well, why should you internationalize mathematics curriculum? Because that's general at all. But the way it has developed, the way it is learned, is very different by country. So that's why you have to do that. But so it's not only the content, it is also what international, intercultural learning outcomes do students need to have. So how do they define what do they need to know? Which might be quite different in an engineering program than in a teaching program, or in a nursing program, or in history or philosophy. Because again, context of where your students go and what they have to learn is quite different. I'll give you an example. I was once in Colombia, in the middle of the Amazon region on the border with Ecuador, and the dean of the nursing school came to me and said, well, the government requires me for all of my students, part of the internationalization of the curriculum, to learn English. And it cost me an enormous amount of time to make this nursing students in basically a very diverse community and indigenous community to learn them English. And I said, that's exactly the wrong thing by the government. Because where do your students going to work? Maybe 1 out of 1,000 will become a nurse that's going with Médecins Sans Frontières in the world. All those nurses are going to work in hospitals and small clinics in the countryside around you. They better learn the indigenous languages, they better learn how their patients in the community are dealing with health issues, than that they learn English. So you can make enormous mistakes if you don't define your learning outcomes in a different context. Because for an international business program, English might be very important, but not for this specific case. So that's very good to keep in mind. How are you going to evaluate those learning outcomes? So how are you going to do that? Are you competent as a faculty member to evaluate the international culture? Do you have to learn that, or do you have to bring in different perspectives? For instance, when you work online with faculty from abroad. What teaching methods you use? Are you only working with local students in the classroom, and do you teach them, or are you going to be international in your teaching methods by visiting professors, by using international students, by digital online learning? That also is important as part of it. And how do you support then the program and the students to make that international component happening? So that is the better understanding of what internationalization of the curriculum is as part of a strategy for internationalization. Don't think it's simply we have to teach in English, that we did in the Netherlands and it became a disaster in many cases, although in many other cases very well, that we did in other countries in a different way by saying, well, we teach now not in American textbooks but in local textbook. That's too limited. You have to have a comprehensive approach again to it. So, and why is it important? Because as I mentioned this morning, and also Magalas said, mobility programs are out of the reach of the far majority of the students attending colleges and universities. We're talking about 1 to 2% globally. But all students will live and work as professionals and as citizens in this increasingly connected and divided world. Even those nurses that are going to work in the local environment, they have to deal with intercultural competencies because they have to deal with patients from different ethnic groups. They have to deal with diseases like COVID came across them and other diseases that they are getting out. So they have to understand that. So as professionals, they have to do that, but also if they're going to the supermarket, or if they're going to the bank, or if they go to a hospital, they are part of an international intercultural community. So that's why we have to focus on internationalization of the curriculum and global learning for all students. We as universities have a responsibility to do that,
Otherwise, we will not be doing our job well. Research, well, we have heard two excellent presentations on how in Tunisia the strategies for internationalization of research is happening. It's a very recent phenomenon again. As I mentioned this morning, research was perceived to be international, and faculty said, well, we can do that ourselves. We collaborate with colleagues. But the world has become so much more complex. We have to look into where do we get the funding. You don't get funding anymore only from Tunisian government. You have to get funding from Horizon. You have to have looking at other sources for funding for research. You have to work in international networks. You have to find all that strategy. So you need to have also a clear institutional and even national policy for internationalization of research. You have to develop the support systems and mechanisms to make that happen. For instance, you have also to help the faculty to write in English, or to help them translate in English for writing into peer-reviewed journals to be very effective in your publications. You have to stimulate international teaching and learning at the graduate level, in particular in the doctoral program, so you have a strategy for that. You have to have a policy for scholars and doctoral students to come inside and to go outside of your country to collaborate in research. You have to have a higher policy for international faculty to do research and for PhDs. And you have to be part of all those networks and resources that are there to do that. So there's a lot of things that you have to do these days as an internationalization of research strategy, as part of your overall strategy, and that's also very important. So, partnerships. We have talked implicitly about it. Partnerships are, of course, one of the essential ways how we are internationalizing. You internationalize by partnerships for mobility schemes, but even for program and for curriculum development, because you do joint degree programs, you do joint dual degree programs, you do joint research, etc. So quality is very important. Unfortunately, if you look at websites of institutions, you see institutions that proudly say we have 500 or 600 memorandums of understanding of universities with all over the world. And rectors, when they travel, they like to sign an agreement and they say, well, okay, your office deal with that. But the reality is, and we know that from experience, that very few of those memorandums of understanding are really actively working. It's a lot of paperwork, it takes a lot of time of the international offices to keep track on them, and then there's maybe one student a year or two faculty in every 5 years that are going to exchange. It's a waste of time. So try to be focused on why is this important and make it multi-level. So make it both research, exchange of students, make it benchmarking, do all those kind of things together with a smaller number of institutions, then you are much more effective than trying to do too much. Also, not try always to go to Harvard and Yale for collaboration. Try to stay a little bit in your own or just above your level playing field. That is much more effective because then you have a mutual complementary interest. Because they want something from you and you want something for them. Where if you go to Harvard, they want only something for you. They are absolutely not interested in why in you as such. So try to be realistic about that. Look at multi-partner networks, but don't make them too big. I've seen networks of universities with 50 members. That's not going to work. You have to be small and effective. So keep it with 10 to 15 institutions together and then try to do it very strategically. Don't depend only on funding from outside. For sustainability of partnerships, you have to invest yourself. Because many of the programs, even in the framework of Erasmus and bilateral agreements of governments, etc., at a certain moment the money dries up and then the cooperation stops. But if you have invested in the cooperation yourself and your partner abroad as well, then you have a basis to work from. And then the external money becomes the added value. It can make you nice things for a short period to do.
But again, most of the networks and partnerships I've seen are basically funded by external funding. And include also everybody in the partnership. So don't see it as something nice for the rector to go to visit another institution or for the international office to manage those things. Involve the faculty, involve the students, involve even external stakeholders in the partnerships, then it becomes a really effective part of your strategy. And then I mentioned that, so I will not go into detail anymore this morning, but we have also a university social responsibility, so more and more we have to look into how can we save the climate, how can we address the sustainable development goals which were mentioned in the earlier presentation, how can we play an active role, both in our research and in our teaching, how we can address those issues much more as a kind of important part of our internationalization strategy at the national institutional level. This is an example of guidelines for good practice of an institution that wants to have a student-centered integrated internationalization strategy. And it's developed by my colleague Elspeth Jones. And it is, again, a circle of processes that you steps to have to do. So your final goal is you want to have globally competent graduates in your institution. So you need to have clear why are you doing this as part of your internationalization strategy. You need to have active involvement of governance and leadership and management. Based on that, you can then develop the formal curriculum and the campus culture for that, but also look then at what does it mean for students. And look at the diversity of students that you have, not only focusing at undergraduate, but also graduate students. Look at the diversity of background where students come, first generation, ethnicity, etc. Create a guidance and support mechanism for students outside of the classroom. So what do you do outside as an informal curriculum? What do you give your staff to develop this? As always, faculty are saying, internationalization, I don't have time for it because I am already so busy. So make them rewarded for what they are doing. Most of faculty these days are only rewarded for their research and their performance in research, but give them support, but also give them a reward for what they're doing in the internationalization of the curriculum. Create broad and deep partnerships, as I mentioned before. Let resources follow strategy, not the other way around. Very important. You first need to have a strategy and then how much money you need to make it implementing. Many institutions put a budget and say, well, build a strategy out of the budget, but that's not very effective. Again, monitoring, reflection, evaluation, and review of what you are doing is constantly a process. So this is an example of a student-centered integrated internationalization strategy. If you look at more broader about governance, quite similar but broader, this is what we call the internationalization circle, originally developed by Jay Knight from Canada and further developed by me. It defines the steps what you have constantly do in the internationalization process. So an analysis of context. So why are we doing this in our specific internal and external context as such? Create awareness of why you're doing it. Create awareness by involving via focus groups, via articles, via whatever mechanisms. Create awareness. We want to set up an internationalization strategy and for this and this reason, and that people engage with that and are involved in that, and then create commitment. And you can only create commitment when you have awareness, because then people understand why you are doing this, and then commitment not only by the senior administration, but by the staff, by the students, by the external factors, actors in the local context, etc. That's a very important, those 3 steps to start with. Based on that, then you plan what are you going to do. What are your objectives? What are your needs? What are your priorities? Because you cannot do everything.
And then, how are you going to do it? So, what kind of resources do you need? What organizational and guiding principles do you all have to have? And then only you start to implement. But you constantly, as I said before, you have to review the process because the previous ones might change. If a rector changes and a whole new team comes in, that might have an impact. If a new government comes in and had a different strategy, it might have an impact. So be aware about that. If, like in Europe, all kind of disastrous things happen with receiving international students, it has an impact on you. So constantly review and then try to reinforce again. And then the number 9 is central in all those steps. You have to integrate it in the 3 missions of the institution. That internationalization process can only think when you constantly think, what does it mean for teaching? What does it mean for research? What does it mean for service to society? And how can we then implement it in our own activities over there? That is a very important basis for an internationalization strategy, and that might be a good basis for also the discussions that we have tomorrow. Thank you. Merci beaucoup. S'il y a des questions, if you have any question here. I think it's all clear. I think everybody's tired. I think too. Thank you so much. Thank you so much, Monsieur Hans, pour cette qualité de présentation. Là, on arrive à la fin de la journée. Demain, il y aura une deuxième partie. Je remercie tous ceux qui ont intervenu dans cette première partie. Et le programme continue donc sur le thème de l'internationalisation dans l'enseignement supérieur tunisien. Et donc demain, ce sera la suite de ce programme. Je vous souhaite une bonne deuxième journée. Moi, Mehdi Mahjoub, je vous remercie pour votre suivi et votre coopération. Et à très vite. Merci beaucoup. Simelek. OK. On ne m'a pas dit. Ok, madame, tafadhal. Juste, on va rappeler donc, pour le programme de demain. Donc, merci à vous donc, tous donc, pour votre présence jusqu'à maintenant. Et donc, on va parler moi ici, mais on va parler du programme de demain. Donc, on va faire des ateliers. Question. Qu'est-ce qu'il y a? Une question? Non, si vous avez des questions, donc vas-y. Vous avez des questions? Il y a des questions? Bon, je vais parler du programme de demain. Donc, on va faire des ateliers, des focus group pour aborder quatre grandes thématiques de l'internationalisation. Donc, à savoir l'internationalisation du curriculum, l'internationalisation de la recherche, donc student and staff mobility, donc les mobilités, tout ce qui est étudiantine et de staff académique et administratif, et tout ce qui est international partnership and cooperation, donc les coopérations et les partenariats, les projets de partenariat. Donc je vais donc donner la parole à Monsieur Simelek donc pour donc s'il y a quelque chose à dire. Alors, s'il y a quelque chose à dire, ça serait évidemment remercier tout le monde du fond du cœur. Toute la salle mérite évidemment un applaudissement parce qu'ils ont été très engagés, patients, mais également ils ont partagé beaucoup avec les experts. Un grand merci pour l'ensemble des collègues qui ont dédié du temps à cette activité extrêmement importante. Un grand merci, dear friend, colleague Hans, for your insightful presentations and input. I think it will be a valuable contribution to our strategy. Je ne vais pas vous retenir davantage. Je réitère mes remerciements. Je vous invite demain à voir ensemble cet exercice plutôt pratique pour avancer dans notre stratégie. Cela veut dire définir nos objectifs, travailler sur les indicateurs et travailler sur donc le roadmap, donc notre plan pour une stratégie efficace d'internationalisation qui soit compréhensive. J'ai retenu ça, professeur Hans, comprehensive,
and our strategy should be also comprehensive. Merci beaucoup. Merci. Donc, j'ajoute une chose. Donc, je remercie toute l'équipe de la direction de coopération internationale. Et je remercie toute l'équipe de HERE, à savoir si Anis Rouissi, Madame donc Maher Hammami, Madame donc Kawthar Marouani, Madame Sonia donc Abdel Haq, donc l'équipe restreinte qui a travaillé sur donc l'aspect internationalisation, si Ali Barlouti aussi. Donc, je remercie aussi l'équipe de bureau Erasmus+, et je remercie l'équipe de la régie. Donc, merci. Et notre modérateur, Simahdi. Donc voilà, merci. Et merci à vous tous. Voilà.